Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je vous retrouve avec l'autrice Camille Test. Je montre en vidéo pour celles et ceux qui sont sur YouTube son ouvrage Politiser le bien-être. Donc Camille aujourd'hui va venir nous parler de son livre et au-delà de ça, elle va venir nous parler de politique, elle va nous parler de bien-être. On va parler de néolibéralisme, on va parler de patriarcat, on va parler de consentement, on va parler de plein de ces sujets-là. Camille, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que je pourrais commencer par te laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Et oui, bien sûr, merci beaucoup Laura pour l'invitation. Je m'appelle Camille Test, je suis prof de yoga et je suis aussi effectivement l'autrice d'un livre qui s'appelle Politiser le bien-être. En gros, moi ce qui m'intéresse, c'est venant d'un un passé plutôt de journaliste spécialisé de justice sociale, donc avec un intérêt vraiment pour la façon dont notre société est organisée. Eh ben, je m'intéresse au domaine du bien-être et à comment aujourd'hui le domaine du bien-être est organisé et quels effets ça a sur les gens. Et donc, par exemple, bah, en fait, ce que je remarque, c'est qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a de nombreuses inégalités, il y a de nombreux problèmes. Je pense que souvent aussi le monde du bien-être est réservé seulement à certaines personnes ou alors véhicule des valeurs qui me semblent pas être des valeurs très très cohérentes avec ce qu'on essaie de faire dans le monde du bien-être, c'est-à-dire proposer du mieux aux gens. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit un livre et que je fais aujourd'hui un podcast qui s'appelle Encore heureux sur les questions de santé mentale, mais toujours prises dans leur contexte de société. Ok, alors justement, on va revenir sur plusieurs des sujets que tu abordes dans ton livre. Je commence par une question que généralement on pose à la fin, mais je vais la poser au début, c'est pas grave. Si, pour les pros du bien-être qui nous écoutent, je sais qu'il y en a beaucoup, s'ils ne devaient retenir qu'une seule chose de ton bouquin, ça serait laquelle? C'est une très bonne question. Je pense que les gens, et notamment les accompagnants du bien-être, essayent, ou en tout cas pensent qu'ils sont neutres. C'est-à-dire pensent que quand ils accompagnent quelqu'un, ils partent d'une posture neutre, et en fait, on n'est jamais neutre. On arrive toujours avec nos croyances à nous, avec nos biais à nous, avec notre milieu social aussi, avec notre couleur de peau, est-ce que ça, l'influence que ça a pu avoir sur notre expérience de vie, avec notre genre évidemment, avec notre orientation sexuelle. Enfin, en fait, on est des gens profondément situés avec une expérience profondément individuelle, et ça va avoir un impact réel sur les personnes. Euh, Si vous êtes, je sais pas, par exemple, un accompagnant, une accompagnante thérapeutique qui, par exemple, comme moi, une femme blanche, mince, valide, eh ben, vous allez sans doute, sans vous en rendre compte, accompagner les gens à travers ce prisme-là, ce qui n'est pas forcément grave si vous en avez conscience. Et souvent, les gens n'ont pas conscience d'eux-mêmes, n'ont pas conscience du regard qu'ils portent, qui est forcément un regard qu'on appelle situé. Donc, pour moi, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. C'est vous n'êtes pas neutre et donc il faut prendre en compte cette non-neutralité quand vous accompagnez les gens. Alors, ce que tu dis là, c'est en même temps, c'est un peu la nature des privilèges aussi, peut-être de ne pas s'en rendre compte. Donc justement, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent, ah oui, mais moi, j'ai connu que ça, le privilège d'être blanc, le privilège d'être homme, le privilège X ou Y. Comment je fais pour vraiment prendre conscience de ce que la personne en face de moi qui n'a pas eu les mêmes privilèges peut vivre? Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans une époque où on a accès à énormément de contenu. Je pense à YouTube, je pense aux podcasts, je pense à tout un tas de documentaires, de livres. Enfin, il y a plein, plein de choses aujourd'hui qui sont faites pour en apprendre plus sur qu'est-ce que ça veut dire être une personne blanche ou une personne non blanche, qu'est-ce que c'est qu'une expérience de femme dans un système patriarcal, qu'est-ce que c'est qu'être une minorité de genre, ou voilà. Donc, déjà se renseigner et je pense avec modestie, être humble quand on apprend des choses et peut-être euh, aussi être capable d'accepter ses limites et de les communiquer avec honnêteté aux gens qu'on accompagne. Par exemple, si vous êtes une personne, je sais pas, blanche et que vous n'êtes pas du tout formé sur ce que c'est que ne pas être blanc, être une personne donc racisée dans la société française, eh ben, est-ce que vous êtes vraiment en mesure d'accompagner une personne qui, elle, a dû faire face toute sa vie au racisme, ce qui a forcément eu des conséquences sur sa vie à elle? Évidemment, il ne faut pas réduire les personnes à ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas une personne blanche que votre vie entière, ça a été que du racisme. Simplement, c'est pour dire peut-être que si la personne vient vous voir en vous disant, j'ai eu des déboires vis-à-vis de ça, j'ai besoin d'en parler, eh ben, c'est peut-être pas vous, en fait. Peut-être que vous, là, votre rôle, c'est de dire, ah bah, je suis pas sûre d'être capable de t'accompagner, je suis pas sûre d'être formée pour ça, mais voilà, j'ai telle et telle personne dans mon réseau, je peux t'accompagner. Et peut-être que la personne vous répondra, ah non, mais moi, c'est pas grave si vous êtes une personne blanche, je m'en fiche, mais ça peut faire du bien aussi, je pense, pour la personne d'entendre que, ben, on prend en compte ça, parce que ça fait forcément partie de sa réalité.
Alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet de ton bouquin, il y a plusieurs injonctions, entre guillemets, de phrases un peu prêtes-à-penser comme ça que tu traites dans ton livre. Il y en a une qu'on entend beaucoup, 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 notamment dans le milieu du coaching, de l'entrepreneuriat, etc. Pas que, mais notamment dans ce milieu-là, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. J'adore cette phrase-là, c'est ma préférée. Donc j'aimerais beaucoup t'entendre sur c'est quoi le problème avec qu'est-ce qu'elle pose comme problème plutôt, cette phrase-là. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on l'entend la première fois, et moi, moi la première, enfin, je me disais, mais c'est génial de devenir la meilleure version de soi-même parce que finalement, c'est à ça que ça sert la vie, c'est à se perfectionner en continu. Et puis, on a tous et toutes envie d'être meilleurs qu'hier. Mais le problème, c'est que si ça vous intéresse de vous améliorer, c'est une chose, mais si ça devient un impératif où en fait vous n'êtes respecté, vous n'êtes en gros considéré comme quelqu'un de bien que si vous vous jetez dans cette quête de la meilleure version de soi-même, et ben là ça devient une sorte d'obligation, une obligation morale de société qui déjà n'est pas compatible avec la vie de tout le monde. Si vous êtes, je sais pas, une maman célibataire avec un petit budget, peut-être que vous avez autre chose à faire dans la vie que dépenser de l'argent à travailler sur vous, à faire du coaching et puis à travailler sur, je sais pas, à mieux manger, à prendre des compléments alimentaires et tout ce que nous offre en gros le monde du bien-être pour nous perfectionner. Et puis aussi, il faut se rendre compte que cette injonction à devenir la meilleure version de soi-même, elle nourrit aussi de façon assez vertigineuse un marché, le marché du bien-être, le marché du développement personnel. Et donc, il y a des gens qui ont des intérêts économiques à ce que vous soyez totalement persuadé que vous pourriez toujours devenir une meilleure version de vous-même et donc que vous allez devoir dépenser tout un tas d'argent pour vous perfectionner d'une façon ou d'une autre, que ce soit émotionnellement, physiquement, spirituellement, dans les pratiques de santé que vous avez, etc. Et puis, la dernière chose pour moi qui est très très problématique, c'est que avoir cette injonction à la meilleure version de soi-même ou faire planer comme ça devant les gens le fait qu'ils devraient se perfectionner en permanence, ben, c'est leur dire quelque part, vous n'êtes pas bien comme vous êtes. Or, qui sommes-nous pour dire aux gens qu'ils ne sont pas bien comme ils sont et comme elles sont. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu à euh, arrêter de se stresser, à vouloir se perfectionner absolument tout le temps, si tout va bien dans notre vie telle qu'elle est. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont une vie plutôt chouette, et puis qui tout à coup se mettent à se dire, oh là là, mais je pourrais être mieux, je pourrais être plus belle, je pourrais être plus mince. Ça, c'est quelque chose qu'on plaque énormément sur les femmes, notamment. On leur dit, elles pourraient avoir des vies super telles qu'elles sont, mais on leur dit, mais non, ta vie, elle est pas bien parce que tu es trop grosse. Ta vie, elle est pas bien parce que tu n'as pas le dernier soin pour la peau ou pour les cheveux. Et donc voilà, les gens se retrouvent pris comme ça dans des injonctions à devoir faire mieux, alors qu'en fait, finalement, s'il n'y avait pas ces injonctions, peut-être que leur vie, elle serait très bien comme elle est maintenant. Oui, alors justement dans tout ce que tu dis, tu as évoqué la question de l'anxiété de performance, le système capitaliste néolibéral qu'il y a derrière, les injonctions classistes aussi, effectivement, avec cet impératif moral au bien-être. Euh, Parce que ça pourrait évoquer d'autres choses aussi, cette injonction-là, et notamment la question que j'aurais envie de poser, mais elle rejoint ce que tu dis, hein, c'est qui décide de ce qu'est être la meilleure version de soi-même? Ben, en fait, il n'y a pas un bureau de la meilleure version de soi-même qui déciderait pour nous. Et évidemment que, en fonction des personnes, peut-être que la définition va changer très légèrement. Pour autant, on se rend bien compte que souvent, les injonctions, elles nous tirent vers des normes. C'est-à-dire que bah, si on parle de physique, la meilleure version de soi-même, bizarrement, ça va toujours être une version mince, une version musclée, parce que en ce moment, le muscle, c'est très cool. Alors évidemment, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est vrai que c'est bien de faire du sport, c'est souvent bon pour la santé, ça fait du bien. Pour autant, est-ce qu'on a tous besoin de tailler comme des statues grecques pour exister dans la vie et pour être heureux et heureuse? Je ne crois pas. De même, la meilleure version de soi-même aujourd'hui en termes de, on va dire, de métier, ça serait, parce que c'est en gros très très bien vu aujourd'hui, ça serait d'être entrepreneur, d'être à la tête de sa boîte, de gagner de plus en plus d'argent parce que on est dans un système capitaliste qui valorise ce qu'on appelle la croissance, c'est-à-dire le fait de gagner, en gros, de faire toujours plus de bénéfices que le mois d'avant. Or, peut-être que finalement, vous vous porteriez tout aussi bien si vous ne faisiez pas spécialement de croissance. Et donc, il y a vraiment, je crois, un enjeu à se dire, mais est-ce que vraiment j'ai besoin de me livrer à cette quête de perfectionnement continu pour que ma vie soit chouette, ou au contraire, est-ce que c'est pas dans lâcher un peu prise vis-à-vis de ça que ma vie sera plus douce et plus agréable en fait en réalité? Oui, oui. Et dans l'idée de qui décide ce qui est la meilleure version de soi-même, mon sous-entendu était aussi, et tu l'as évoqué, de noter que bah effectivement, bizarrement entre guillemets, la meilleure version de soi-même, c'est jamais la version la plus empathique, la plus compassionnelle, la plus liée aux autres. Et je trouve que souvent derrière ces injonctions-là, il y a aussi le côté ultra individualiste de ces injonctions, quoi.
Alors totalement, et je te remercie d'en parler. Effectivement, je pense que c'est un peu l'une des autres arnaques de la meilleure version de soi-même, c'est que on nous fait croire en gros que notre bonheur est entre nos mains à nous, notre équilibre est entre nos mains à nous, comme si le bonheur c'était une chose très individuelle. Or, en fait, le bonheur c'est surtout une question collective. Si vous êtes dans une société en guerre, bah, bonne chance pour trouver le bonheur. Si vous êtes dans une société où on attrape tous des cancers avant l'âge de 50 ans parce qu'en fait tout ce qu'on mange, tout ce qu'on consomme et l'air autour de nous est plein de perturbateurs endocriniens, bah, bonne chance pour être heureux. Vous pouvez faire les choix que vous voulez, les séances de coaching que vous voulez, le sport que vous voulez. En fait, vous n'allez pas échapper à la réalité de ce qu'est la société. Si vous êtes une femme et que vous faites tout bien, mais que vous demeurez dans un système patriarcal qui de toute façon fait que vous serez toujours perdante, et ben bonne chance pour être davantage heureux et heureuse. Et donc, cette quête de la meilleure version de soi-même très individuelle, en fait, c'est un mensonge, tout simplement, au sens où, en fait, c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est que le bonheur dans une société où, en fait, il y a beaucoup de choses qui dépendent du collectif. Alors, je ne dis pas que tout dépend du collectif. C'est vrai qu'à la marge, il y a évidemment des choses qui dépendent de nous en tant qu'individus, mais pour autant, tout dépend, enfin, beaucoup de choses dépendent du collectif. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on met toute notre énergie dans cette quête de la meilleure version de soi-même, alors qu'on pourrait en mettre au moins une partie dans eh bien, travailler à changer la société ensemble. Donc, ça veut dire faire peut-être, je sais pas, mieux voter ou s'engager dans des associations ou se renseigner sur comment la société est organisée. En fait, ça veut dire se politiser, c'est-à-dire comprendre comment notre société est organisée, comprendre quels sont les rapports de pouvoir et donc peser potentiellement sur ces rapports de pouvoir pour que la société change dans son ensemble, ce qui aura un impact sur notre bonheur à nous, individus. Alors, je me fais l'avocat du diable parce que moi, je suis bien d'accord avec toi sur cette notion de la meilleure version de soi-même, mais je me fais peut-être porte-parole de nos auditeurs, auditrices, qui peut-être sont en train de se dire, oui, mais moi, en attendant, Camille, c'est pour moi un levier de motivation. Moi, ça me motive de vivre avec ce truc-là. Eh ben, je comprends totalement et je pense qu'il ne faut pas laisser de côté la question de l'émancipation individuelle et le fait d'avoir des envies propres à soi et des passions. Et si on est à fond dans le fait voilà, de devenir cette meilleure version de soi-même pour le moment, moi je dis pourquoi pas, vraiment. Pour autant, là où ça m'inquiète, c'est quand, par exemple, on y laisse des sommes d'argent faramineuses alors qu'on n'a pas forcément le budget pour, ou alors que ça nécessite de faire des choix peut-être au détriment de sa famille, de ses enfants ou de sa vie future, hein, tout simplement. Ou alors, est-ce que vraiment ça nous rend vraiment plus heureux et heureuses? Je vais vous donner l'exemple de la nutrition. Moi, je connais énormément de personnes, très souvent des femmes, qui vont se soumettre à des régimes drastiques ou alors vont avoir une alimentation, on va dire, de façon complètement démesurée, bonne pour la santé, quoi. C'est-à-dire en supprimant, je ne sais pas, tous les glucides, en étant hyper strict, hyper psychorigide, on va dire, sur son alimentation. Et sur le coup, les personnes vous diront peut-être, bah oui, ça me fait du bien, mais en réalité, on voit que souvent, on n'est pas loin du trouble alimentaire, hein, réellement, et qu'on est vraiment dans quelque chose qui pourrait presque être une pathologie, hein, et qui pourrait avoir des conséquences sur la santé mentale, notamment, absolument délétères. Et donc, j'ai l'impression que, en tout cas, euh, je voudrais pas redonner une injonction aux gens de dire lâchez toute forme de volonté de performer ou d'évoluer, mais plutôt de dire posez-vous la question de si ça vous fait vraiment du bien ou si vous fait du bien, c'est votre impression de contrôle sur les choses, votre impression d'être meilleur que les autres. Auquel cas, bah là, vous êtes clairement dans un cas où en fait on a le cerveau lavé, hein, je crois, par cette société capitaliste qui nous met de façon radicale en compétition les uns avec les autres, qui nous oblige quasiment à être meilleurs que les autres pour pour sentir qu'on mérite finalement de vivre dans ce monde-là. Et ben, je crois que ça peut valoir la peine de se foutre un peu la paix et de se dire, est-ce que finalement, une forme de médiocrité, ça me ferait pas un peu du bien parfois? Est-ce que tu as lu le livre L'éloge de la médiocrité de Guillaume Meurice? Non, pas encore. Ouais, bon, il est sur ma liste aussi, je l'ai pas lu, mais comme tu utilises le mot, du coup, Ouais. ça m'y a fait penser. Alors effectivement, on voit plein de liens là avec le capitalisme, le système néolibéral. D'ailleurs, ça me fait penser, avant de poser mon autre question, je voulais rebondir que je pense que tu seras d'accord avec ça, mais il y a un effet, enfin, il y a une volonté plus qu'un effet aussi du capitalisme de venir surindividualiser les problématiques. Parce que tant que, bah, tu en as parlé, hein, tant que les problématiques elles sont individuelles, on ne s'associe pas dans des collectifs qui permettraient de vraiment remettre en cause ce système. Donc, individualisation des problématiques, des fois psychiatrisation aussi, comme avec l'éco-anxiété, hein, comme ça, non seulement c'est ton problème, et puis en plus, t'as vraiment un problème, comme ça, vous en occupez. Et c'est un truc qu'on voit finalement très souvent, même aussi, bah, t'as parlé de la question des femmes, qu'on voit souvent aussi avec les femmes, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, moi, tu te retrouves avec un mari violent, bah, c'est à toi de, va porter plainte, trouve une solution, pars, etc., quoi. Bah, oui,
effectivement, il y a quelque chose aujourd'hui de nous surresponsabiliser, de nous mettre à la barre, de régler tous nos problèmes nous-mêmes. Et ça serait bien, ça ferait de nous des gens émancipés, des gens libres, que de régler tous nos problèmes par nous-mêmes. Mais en fait, les problèmes aujourd'hui qu'on a dans notre société et qui risquent de nous mettre vraiment dans l'embarras demain, c'est littéralement la montée des océans, le réchauffement climatique, la disparition de tout un tas d'espèces. Et ça, vraiment, c'est des questions qui vont pas se régler seules avec nos petits bras. Enfin, ça ne peut passer que... Enfin, j'aimerais vous dire le contraire, mais en réalité, ça ne peut passer que par l'organisation collective. Euh, c'est un peu la même chose avec... tu parlais des violences faites aux femmes, par exemple. Et ben, en fait, aujourd'hui, la plupart des lois qui sont passées pour défendre les femmes dans leurs droits, c'est souvent des organisations collectives de féministes qui les ont fait passer. Et encore, on est loin, très très loin de l'égalité. Et donc, on aura encore évidemment besoin de tout un tas de combats collectifs pour faire avancer ces choses-là. Euh, je pense que pour beaucoup de personnes, ce qui peut être difficile, c'est de se dire, bah oui, mais je comprends ce que vous dites sur les combats collectifs, mais moi, je me sens pas, je me sens pas légitime à m'engager, je sais pas vers qui me tourner, j'ai l'impression que de toute façon, dans les milieux engagés, parfois, c'est violent, ou on nous juge parce que on est, je sais pas, peut-être, on parle pas avec les bons mots, ou on comprend pas bien de quoi on parle, voilà. Et ça, tout ça, c'est vrai, mais je pense qu'il faut pas oublier que s'engager, ça peut aussi être je sais pas, rejoindre un collectif de parents dans l'école primaire de ses enfants et faire en sorte peut-être que les enfants aient accès à un plat végétarien par semaine ou aient accès à de la nourriture davantage locale quand aujourd'hui, dans la plupart des cantines de France, on bouffe clairement de la merde, alors qu'en fait, ça coûterait pas beaucoup plus cher de faire manger des choses pas terribles, enfin des choses meilleures à nos enfants. Voilà, l'engagement, ça peut aussi être des choses très concrètes, très collectives, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose de non seulement s'engager collectivement, ça aiderait pour tout un tas de choses qui nous rendraient plus heureux, plus épanouis, mais surtout s'organiser avec les autres, c'est aussi un vecteur de joie, c'est aussi un vecteur d'épanouissement profond. Donc si les gens cherchent l'épanouissement par la quête de la meilleure pardon, si les gens cherchent l'épanouissement par la quête de la meilleure version de soi-même, euh, et peut-être ne la trouvent pas complètement, mais tournez-vous vers faire des choses en collectif, je pense que vous allez être surpris du bonheur que ça peut vous apporter. Alors justement, pour passer, on a parlé pas mal de néolibéralisme et du capitalisme. Dans ton livre, hein, Camille, elle en parle beaucoup plus dans la première partie de son bouquin. Il y a beaucoup d'autres liens à faire, notamment, petite parenthèse, pour les coachs qui nous écoutent et ou thérapeutes, milieu spirituel, New Age, etc. Tu en parles aussi pas mal, on s'en touchera peut-être un mot si on a le temps. Mais outre ce système néolibéral, tu fais aussi le lien avec le système patriarcal, et donc je voulais qu'on s'en touche deux mots, et notamment de la charge du soin, du care, qui repose sur les femmes et sur le travail gratuit des femmes. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots de ce sujet-là? Oui, bien sûr. Alors, le care, c'est une notion qui a été identifiée aux États-Unis par des psychologues sociaux à la fin des années 80, qui cherchent à décrire, en gros, qui considèrent que dans une société, nous, les humains, mais c'est vrai aussi sans doute pour d'autres êtres vivants, nous sommes tous vulnérables. On va tous tomber malade, vieillir, mourir. Parfois, on est fatigué, parfois, on a besoin de dormir, parfois, voilà. On a tous des besoins, des émotions, on est tous traversés par des choses qui nous rendent vulnérables. Et on a tous besoin des uns des autres pour combler ces vulnérabilités. Quand vous êtes une personne âgée, vous n'allez pas pouvoir vous gérer seul. Il y a des personnes qui vont devoir s'occuper de vous. Quand vous êtes un enfant, pareil. Quand vous êtes malade, pareil. Or, aujourd'hui, dans notre société contemporaine, occidentale notamment, le care, le travail du care est très très mal réparti. C'est-à-dire que souvent, par exemple, dans les familles, ce sont les femmes qui vont gérer les gens quand ils sont malades, mais aussi faire les courses, et puis écouter les problèmes quand il y a des problèmes émotionnels à régler, et puis qui vont faire tout ce travail de l'ombre, je sais pas, d'anticipation des cadeaux de Noël qui arrivent. Enfin voilà, tout ce travail du care, ce travail du soin, qu'on pourrait appeler travail du soin. Dans la société, plus généralement, les métiers du care, donc par exemple, je sais pas, les soignants, mais aussi les personnes qui sont en charge de notre alimentation, enfin en gros tous les métiers essentiels, on parle des fameux commerces qui sont restés ouverts pendant la crise du Covid par exemple, sont assurés en général par des personnes plutôt minorisées, précarisées. Je pense aux femmes, je pense aussi souvent aux personnes plutôt de classe populaire ou aux personnes racisées. Parce que ce sont des métiers qui ont un paradoxe incroyable, qui c'est à la fois les métiers les plus importants, sans lesquels la société ne tourne pas, et à la fois ce sont les métiers les moins bien payés. C'est quand même complètement fou quand on y pense que une personne absolument nécessaire, je sais pas, un infirmier, une infirmière, soit bien moins payé que quelqu'un qui fait un métier souvent relativement inutile. J'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, quelqu'un qui, je sais pas, travaillerait dans le marketing d'un objet inutile, par exemple. Euh, le truc, c'est que
dans le soin, c'est peut-être pour ça que tu me poses la question, peut-être que ça intéresse particulièrement les professionnels du soin. Bah, évidemment que quand on travaille dans le monde du soin, dans le monde du bien-être, de l'accompagnement, ben, souvent c'est des métiers du care, c'est des métiers où on va travailler sur les souffrances des gens, sur leur psychologie, sur voilà, on va essayer d'apporter du mieux aux gens. Et ben souvent ça va être des métiers qui sont occupés par des femmes. Et ce que je vois, moi, dans le monde de l'accompagnement, c'est souvent que beaucoup de femmes y vont parce que finalement, c'est un peu le prolongement de ce qu'elles savent faire en famille, quoi. Et aussi, en tout cas, moi, en tant que prof de yoga, je le vois beaucoup chez les profs de yoga, chez les profs de yoga, pardon. C'est souvent des métiers où on va avoir du mal à se positionner parce qu'à la fois, on veut faire du bien, à la fois, on est des femmes, donc on a du mal à se faire payer. On a toujours peur de mal faire, ce qui est bien parce que en fait, du coup, je trouve que c'est un, un milieu intéressant de gens qui veulent vraiment s'améliorer et vraiment bien faire. Et moi, j'ai trouvé beaucoup d'écoute sur mes questions dans ces milieux-là. Je pense que voilà, c'est un milieu du care, le monde du bien-être, le monde de l'accompagnement. C'est du coup des métiers qui peuvent apporter beaucoup, je pense, au monde de demain, si on essaie de construire un monde davantage autour du care. Mais c'est un monde où je pense qu'il faut faire attention à ne pas se brûler. euh, et où, évidemment, on l'a vu au début de cet entretien, on peut aussi faire plein de conneries et plein d'erreurs. Et donc, c'est un monde aussi où il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Et ben justement, pour faire un peu le lien avec ce qu'on se disait au début de l'entretien, euh, là aussi, je me fais porte-parole potentiellement de nos auditeurs, auditrices, qui se disent, bah, je suis effectivement dans le milieu du care, potentiellement, je suis une femme, je suis dans le prolongement de ce que j'ai appris toute mon enfance, mon adolescence et à l'âge adulte, et je reçois beaucoup de femmes, parce que c'est vrai que souvent, du coup, on va se retrouver avec une clientèle ou une patientèle qui est souvent très féminine et qui peut, du coup, des fois, nous emmener en séance des thématiques qui sont vraiment systémiques. Je pense, par exemple, à des femmes qui pourraient venir parce que problème de charge mentale, parce que problème de répartition, je sais pas, bon, thérapie de couple, répartition des charges domestiques, etc. La liste est infinie. Et du coup, peut-être pour certains pros de l'accompagnement qui nous écoutent, cette sensation de se retrouver un peu dans une impasse, parce que quand tu as conscience de l'enjeu politique et systémique qu'il y a derrière, bah, de te retrouver un peu dans un truc en te disant, bah, hé, hé, nous voilà bien enquiquinés. C'est quoi notre rôle à nous quand on accompagne l'individuel et qu'on veut pas en remettre une couche de surresponsabilisation des individus? Eh ben, en fait, c'est une très bonne question parce que moi, c'est comme ça que je commence mon bouquin. Je parle de ma mère qui est thérapeute et qui a longtemps accompagné des femmes qui venaient la voir, globalement, toujours un peu avec les mêmes problèmes et qui, je pense, n'avaient pas tout à fait conscience de ce que c'est qu'un système patriarcal qui oppresse les femmes, enfin voilà, du caractère systémique de ce que vivaient les femmes. Et je pense que quand elle a commencé à lire sur le féminisme, à écouter des podcasts sur le féminisme, etc., et ben en fait, elle a pu apporter aux personnes qu'elle accompagnait une clé qui était justement cette compréhension de ce que c'est que le patriarcat. Leur dire, mais vous savez, en fait, ce que vous vivez, la plupart des femmes les vivent parce que, par exemple, je sais pas, vous êtes sociabilisés à faire justement tout le travail du care à la maison sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Peut-être aussi que si vous êtes dans un couple hétérosexuel, votre mari, non seulement vous traite pas bien et compte sur vous pour à peu près toutes les tâches domestiques, mais en plus, tout le monde s'en fout et tout le monde trouve ça normal et donc personne ne vous aide dans votre famille et donc en fait, vous êtes épuisé chroniquement et ça, en fait, personne ne le voit parce que la plupart des femmes sont épuisées chroniquement, donc elles vont même pas voir que vous l'êtes aussi et puis les hommes s'en foutent de ça. Enfin bref, bon, je résume à gros traits ce que ça peut être qu'une dynamique patriarcale dans un couple. Hein. Et ben, je pense que nommer le fait que c'est pas elle toute seule, mais qu'en fait c'est un système entier. On a l'impression que c'est pas une solution individuelle, mais en fait ça fait déjà du bien de savoir qu'on est tous et toutes dans le même panier, parce que ça permet de dire ensuite peut-être que ça permet de rentrer chez soi et de dire, eh ben en fait ce que je vis, euh, c'est injuste parce que c'est toute une société qui est structurée comme ça, parce qu'à un moment, en gros, des gens l'ont décidé, et ça veut dire que il faut que ça change. Et donc, je pense que euh, c'est aussi un outil très très fort de se dire, oui, on est toutes dans le même panier, mais du coup, on est toutes ensemble pour en sortir potentiellement. Et moi, je trouve qu'on a tout intérêt à faire ressentir et naître des liens de solidarité entre, par exemple, une accompagnante et une personne qui l'accompagne, et aussi entre toutes les femmes, par exemple. Ensuite, je pense pas que c'est parce qu'une femme est prise dans une dynamique qui clairement peut s'expliquer par le patriarcat qu'elle est impuissante pour autant. Je pense que les outils qu'on peut transmettre, que ce soit dans le coaching, dans la thérapie, dans le yoga, dans le n'importe, enfin toutes les pratiques d'accompagnement, elles peuvent servir pour les femmes et pour n'importe qui d'autre d'ailleurs à s'émanciper, à se sortir de dynamiques de domination. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, je suis convaincue que dans les pratiques physiques et le fait de construire de la force et de mieux travailler sa respiration, enfin de construire de la
puissance corporelle, c'est quelque chose qu'on peut emmener ensuite dans sa vie, qu'on peut emmener dans son couple, qu'on peut emmener avec ses enfants, qu'on peut emmener au travail. Dans mon livre, je parle à un moment d'une personne qui s'est mise à faire de la danse de façon très intense et qui me disait, mais c'est fou, en fait, depuis que je danse et que je fais faire des trucs vraiment forts et puissants à mon corps, quand je me retrouve en réunion ensuite avec mes collègues qui sont en général des hommes blancs de 50 ans, alors qu'en l'occurrence, il s'agissait d'une femme noire de 25 ans, et ben en fait, j'ose beaucoup plus prendre la parole, j'ose beaucoup plus poser mes limites parce que je sais pas, je me sens plus ancrée dans mon corps, quoi. Et donc, là, je trouve que ces outils, ils prennent tout leur sens parce que on peut en faire des outils de changement politique et pas seulement juste de réalisation personnelle. Je sais pas si vous voyez la nuance. Oui, là aussi, question avocat du diable. La question que ça m'évoque, c'est que tous ces outils, ces méthodes, etc., ça peut aussi des fois donner la sensation aux personnes qui sont déjà, alors je vais dire aux minorités, pour les femmes, c'est soit dit en passant, pas une minorité, mais enfin bref, minorité en termes de pouvoir politique, si je pourrais dire ça comme ça, la sensation que du coup, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire non seulement t'es victime d'un système patriarcal, classiste, etc., et que en plus te retombe encore dessus de devoir trouver des solutions, et non seulement avec le coût social que ça peut entraîner. Par exemple, si on revient sur la question féministe, aussi, bah, cette jeune femme dont tu parles, j'imagine bien volontiers que poser ses limites, dire non, envoyer bouler ses collègues, ça se fait pas sans répercussions et sans conséquences. Eh ben oui, c'est intéressant de parler de ça parce qu'effectivement, je pense que quand on est dans une position dominée, dans une situation donnée, eh ben effectivement, la charge repose beaucoup à nous de travailler pour sortir de cette domination. Et d'ailleurs, c'est l'un des enjeux, je pense, aujourd'hui, quand on est dominé, c'est de s'organiser, communiquer, militer, lutter suffisamment pour dire aux gens qui, eux, sont en position de dominant, bah, bougez-vous le cul pour perdre un peu de vos privilèges et rééquilibrer la situation. Pour autant, j'avoue, moi, j'ai pas une vision angélique où je me dis, en tout cas dans ce qui me concerne, c'est-à-dire le sexisme, je pense pas qu'un jour, les personnes qui ne subissent pas le sexisme, genre les hommes, vont s'organiser pour se dire tous, ok, c'est bon, maintenant on arrête ça, on démantèle le patriarcat. Parce qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont de très bonne volonté, mais simplement, comme tu le disais au début de cet entretien, quand on a des privilèges, on le voit pas forcément. Et puis en fait, on n'est pas animé par cette rage d'égalité, tout simplement. Ça serait bien que ce soit le cas, mais ça ne l'est pas. Et enfin, ça ne l'est pas toujours. Et je crois que aujourd'hui, il y a aussi beaucoup, on peut trouver aussi beaucoup de joie. Ça peut paraître peut-être désagréable à entendre pour quelqu'un qui est pris dans une dynamique de pouvoir très violente. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a de la joie à sortir je sais pas, il y a un truc de violence conjugale, pas du tout. Mais par contre, peut-être que dans des situations moins graves, il y a de la joie à s'organiser avec les autres et à dire, OK, maintenant, je vais mettre en place des actions, pas seulement individuelles, mais collectives, pour faire avancer des combats, pour faire changer les choses. Et parfois, on va se planter, mais c'est pas grave parce que en fait, on va être ensemble et que en fait, cette société, on va la faire évoluer. Et en réalité, aujourd'hui, en 2024, la situation pour les femmes, elle est moins pire qu'il y a, genre, ne serait-ce que 5 ans. Je sais pas, les avancées grâce à MeToo, par exemple. Et pourtant, elle n'est pas encore parfaite, mais vraiment pas. On a encore des dizaines, voire des centaines d'années de travail pour que cette société, elle soit égalitaire. Mais ça avance. Et ça, c'est vraiment vecteur de joie. Donc, je pense que oui, on a la charge de faire changer les choses, mais il y a aussi du plaisir là-dedans. Et je pense ça peut être une source de satisfaction infinie. Hmm. Oui, et puis comme on disait tout à l'heure, question, bon alors là par exemple de la sororité, mais d'une manière générale, effectivement, de retrouver aussi les bénéfices du collectif quand on a grandi. Oui, et ça ne veut pas dire que moi, je suis pas non plus dans une posture où je pense que la solution à tout est collective. Je pense aussi que nos engagements, nos luttes, je pense que enfin, la société de manière générale, elle doit pouvoir continuer à permettre l'indépendance, l'émancipation individuelle. Mais voilà, on doit pouvoir, je crois, piocher dans le collectif quand il s'agit de gérer des choses en collectif et être des individus quand il s'agit d'être des individus, mais ne pas confondre les deux dans un sens comme dans l'autre. Hmm. Alors, enfin, tu as commencé à répondre un petit peu à la question, mais on était un peu plus sur la question féministe. D'une manière générale, quelles sont les solutions pour les pros du bien-être qui nous écoutent et qui veulent politiser leur pratique du bien-être? Alors, je pense que d'ailleurs, d'abord, c'est important de comprendre ce que ça veut dire politiser. Politiser, c'est regarder qu'est-ce qui est de l'ordre des dynamiques sociales dans nos pratiques, et c'est-à-dire, par exemple, de l'ordre des dominations, et quelle influence nos pratiques, elles ont sur le réel. Donc, ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, quand on parle des dominations,
comment est-ce que je fais pour que mes espaces ils soient pas seulement réservés à certaines personnes? C'est-à-dire, comment est-ce que je vous donne beaucoup d'exemples liés au yoga parce que c'est vrai que c'est le monde que je connais le mieux parce que je suis prof de yoga. Comment est-ce que je fais pour qu'aujourd'hui les studios de yoga des grandes villes ils soient pas seulement fréquentés par des personnes blanches avec de l'argent, souvent des corps très minces, certainement pas handicapés pour la plupart parce que c'est très compliqué quand on a un handicap d'accéder à certains espaces. Euh, voilà, donc pour ça. Évidemment, ça va dépendre de la problématique, mais il y a plein de choses à mettre en place. Ça peut être des enjeux de travailler avec des enseignants, des praticiens, des accompagnants qui ne sont pas tous créés dans le même moule, des gens différents. Ça peut être travailler sur nos espaces pour qu'ils soient plus accessibles. Ça peut être travailler sur nos systèmes de prix, mettre en place des prix différents en fonction des profils, mettre des systèmes de bourse. Ça peut être des choses comme ça. Ensuite, est-ce qu'on est capable d'accompagner les réalités des personnes minorisées, par exemple? Est-ce que, on en a parlé brièvement, on est capable d'accompagner des personnes racisées correctement, sans rajouter des violences à la violence qu'elles vivent déjà en tant que minorité dans une société? Pareil pour, je sais pas, les personnes LGBT, par exemple. Est-ce que, en tant qu'accompagnant, vous êtes formé sur les questions LGBT? Est-ce que si demain, quelqu'un qui est, je sais pas, une personne trans ou une personne bisexuelle, homosexuelle, non-binaire passe la porte de votre cabinet, mais êtes-vous sûr que vous êtes capable de l'accompagner sans rajouter de la violence à la violence? Si c'est pas le cas, mais c'est totalement OK. On ne naît pas en sachant accompagner les personnes trans, enfin, aujourd'hui en tout cas. Donc en fait, formez-vous. Il y a tout un tas de personnes qui sont capables de vous aider sur ces sujets. Euh, se pose aussi, je pense, la question de des injonctions qu'on transmet dans nos pratiques. Et ça, c'est notamment le cas dans les pratiques physiques ou de nutrition. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous accompagnez des gens, je ne sais pas, par exemple des personnes grosses, est-ce que vous les accompagnez pour qu'elles trouvent du confort dans votre pratique ou est-ce que vous êtes en train de leur dire en creux qu'il faut qu'elles maigrissent une fois de plus alors que la société passe son temps à dire aux personnes grosses de mincir? Je pense que c'est une question, encore une fois, ça demande de la modestie et de l'honnêteté vis-à-vis de ce qu'on fait. Alors de se demander, par exemple, ok, très bien, j'avais, je sais pas, cette personne que j'ai accompagnée qui était grosse, qu'est-ce que je lui ai dit? Est-ce que je lui ai parlé de son poids alors qu'elle est venue pour un problème avec sa mère, par exemple? Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on peut mettre en place. Se poser aussi la question de est-ce que les gens que j'accompagne, je les rends plus égoïstes et plus centrés sur eux-mêmes, ou alors je les rends plus tournés vers le collectif et plus tournés vers la justice, la solidarité. Aujourd'hui, dans les espaces, on va dire un petit peu spirituels ou à connotation un petit peu New Age, on entend souvent tout un discours sur les énergies. Je sais pas, ne pas faire telle et telle chose parce qu'on ferait baisser nos énergies, ne pas fréquenter telle et telle personne parce qu'on ferait baisser nos énergies. Pendant le Covid, je me souviens, je suivais une prof de yoga sur les réseaux sociaux qui m'avait terrifiée parce qu'elle répondait à l'une de ses followers qui lui disait, bah voilà, moi, mon mari n'en fout pas une à la maison pendant le Covid, j'en peux plus, je dois gérer mes gosses et je dois faire je sais pas quoi. Et ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'énerve? Et elle avait dit, mais non, ne t'énerve surtout pas parce que tu vas faire baisser les énergies de ton couple dans un moment difficile, le Covid, machin. Mais en fait, comment ose-t-on dire des choses pareilles? Et comment ose-t-on parler des énergies, alors qu'on sait même pas trop ce que c'est une sorte voilà, de concept un peu fumeux comme ça, pour dire à une femme de ne pas poser ses limites et de ne pas se défendre dans un contexte où en fait elle serait légitime à le faire si on considère que l'égalité est une bonne chose. De même, moi j'entends très très souvent cette idée de ne pas faire baisser les énergies, notamment dans le monde du yoga, pour par exemple, ne pas motiver les gens à s'engager en leur disant ne regardez pas les informations, ne vous renseignez pas sur ce qui se passe, je ne sais pas, par exemple en ce moment en Palestine, voilà, ne vous mouillez pas trop, en gros, parce que vous allez faire baisser les énergies, ça va vous écarter de votre chemin personnel, de votre évolution personnelle. Mais comment ose-t-on porter des discours comme cela, en fait? Comment peut-on penser qu'on est à ce point-là des individus totalement indépendants du reste du monde pour penser que c'est en ne s'intéressant pas à la justice, en ne s'intéressant pas à ce qui se passe autour de nous, qu'on peut améliorer la vie des gens. Au contraire, enfin, je crois qu'on l'a dit au début de cet entretien, je crois qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à faire ressentir aux gens qu'ils trouveront probablement leur salut, ou une partie de leur salut, dans la solidarité, dans l'entraide, dans le fait d'être à l'écoute des gens autour de soi, dans le fait qu'on partage mieux le care, et donc on regarde autour de soi, euh, qui peut-être je peux aider davantage, comment est-ce que je peux faire pour m'organiser à l'échelle locale, à l'échelle de mes voisins, à l'échelle de mon village si j'habite dans un village, pour faire en sorte que, voilà, on s'entraide pour davantage de bien-être, davantage de justice entre nous. Enfin, je crois que tout ça, aujourd'hui, on est légitime en tant qu'accompagnant à le diffuser parce qu'encore une fois, notre rôle à nous, enfin en tout cas, ce qui nous anime en général, c'est du mieux-être. Or, comme le mieux-être est une question collective, je crois qu'on est en droit de créer de la solidarité, de pousser les gens à créer de la solidarité autour d'eux.
Oui, c'est intéressant aussi ce que tu disais là sur effectivement ce truc de attention, tu vas faire baisser ton taux vibratoire ou quoi que ce soit. J'avais pas pensé en lisant ton bouquin, mais là ça me vient. C'est une espèce de paradoxe parce qu'effectivement c'est un espèce de d'implicite que en fait nous sommes chacun indépendants les uns des autres avec chacun son taux vibratoire, etc. Mais en même temps c'est souvent un milieu où t'entends que nous sommes tous reliés, loi de l'attraction, etc. Donc il y a une espèce de paradoxe là quand même, non? Et oui, complètement. C'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Et je pense qu'effectivement, bah, si on est tous reliés, on a tous des responsabilités les uns avec les autres. Et encore une fois, je pense que c'est important de se rappeler que les personnes qui ont le plus intérêt à ce que nous soyons dans notre quête très individuelle de la meilleure version de nous-mêmes, à nous regarder uniquement le nombril et à consommer des choses pour nous-mêmes, en espérant que notre vie soit meilleure, ben, en fait, c'est les gens qui en bénéficient, c'est-à-dire les gens qui sont tout en haut de l'échelle sociale et qui n'ont aucun intérêt à ce que nous nous organisions ensemble eh bien, pour demander, pour exiger davantage d'égalité, davantage de justice, c'est-à-dire un monde dans lequel on aurait tous et toutes la place d'être bien, d'être heureux, d'avoir assez à manger, d'avoir beaucoup plus de temps libre qu'aujourd'hui, parce que je crois qu'encore une fois, c'est une croyance profondément capitaliste qui nourrit des personnes qui sont en haut de l'échelle sociale que de nous faire croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Et donc, du coup, comme il n'y a pas assez pour tout le monde, il faut absolument qu'on soit meilleur que les autres parce que il faudrait surtout pas qu'on soit du côté des losers. Mais en fait, si on partageait correctement les richesses, il n'y aurait pas de losers. Donc, encore une fois, si nous sommes tous reliés, si nos énergies sont toutes reliées, eh bien, organisons-nous pour partager mieux les choses et je pense que ça se passera mieux pour tout le monde. Mais d'ailleurs, dans ce sujet, parenthèse, mais j'ai pensé à toi justement hier soir, puisque j'avais notre entretien en tête. Je suis tombée sur un réel Instagram, et j'en ai déjà vu passer plusieurs comme ça, hein, souvent des femmes d'ailleurs, euh, praticiennes, qui t'expliquent, alors c'est sur le sujet féministe, c'est un sujet que je maîtrise mieux, mais tu sais, qui t'expliquent que il faut pas t'énerver, ou qu'il faut pas faire ceci ou pas faire cela parce que tu n'es pas dans ton énergie féminine et que du coup tu laisses pas la place à ton conjoint, mari, que sais-je, d'être dans son énergie masculine et ça me rend chèvre à chaque fois de tomber là-dessus. Alors moi, je suis vraiment vent debout contre les énergies masculines et féminines parce que, encore une fois, c'est une espèce de façon de qualifier le réel qui est totalement fumeuse, qui n'est en fait basée sur rien. En gros, on considère qu'effectivement, il y aurait donc des énergies masculines qui seraient plutôt la force, la puissance, l'action, la réflexion, la rationalité, des énergies féminines qui seraient davantage la créativité, la vulnérabilité, la douceur. Et je comprends bien que parfois, il y a des gens qui sont très bien intentionnés, qui veulent, comment dire, valoriser le féminin, parce que c'est vrai que dans cette société, la vulnérabilité, la douceur, la créativité sont des choses qui sont moins valorisées que l'action, la rationalité. Je suis 100% d'accord. Mais pourquoi doit-on les qualifier de masculin et de féminin, en fait? Déjà parce que si on parle d'hommes et femmes, en vrai, absolument pas, ça ne traduit pas le réel. Enfin, les femmes ne sont pas par nature plus douces que les hommes, ça ne veut rien dire. Euh, Par ailleurs, en fait, on n'est pas obligé d'utiliser ces mots-là. Si vous voulez parler de douceur, parlez de douceur. Vous voulez parler de vulnérabilité, parlez de vulnérabilité. Mais utiliser cette grille masculin-féminin, c'est en plus très très violent pour des gens, je sais pas, pour des personnes qui n'ont pas forcément, qui ne se retrouvent pas sous les termes masculin et féminin. Et puis, ça ne rend pas justice à ce que nous sommes, nous, humains, c'est-à-dire une pluralité d'êtres avec des qualités. Moi, je peux être rationnelle et créative, je peux être vulnérable et dans l'action. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui peuvent cohabiter chez moi et je crois qu'elles cohabitent chez moi. Et je ne ressens pas le besoin qu'on utilise des termes comme masculin et féminin. Euh, Effectivement, parce que ça, on finit par arriver dans des situations parfois totalement catastrophiques où quelqu'un va vous dire surtout ne soyez pas, ne vous mettez pas en colère quand votre mari ne fait rien parce que vous allez le priver de son masculin. Mais enfin, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? À part exiger une fois de plus des femmes qu'elles fassent des efforts pour des hommes qui n'en foutent pas une à la maison, ça n'a aucun sens. Oui, oui, il y a la question ouais, de l'essentialisation hein, que ces mots font passer, surtout qu'il y a plein d'autres manières de qualifier ces énergies-là si vraiment on veut parler de ça. Et oui, oui, j'en riais nerveusement de toutes les logiques patriarcales que ça laissait, j'allais dire de manière implicite, pas si implicite que ça d'ailleurs, soit dit en passant, mais que ça tramait aussi là derrière.
Tu vois, quand tu me posais la question, la première question qui était dite aux gens, que ce que tu dis aux gens, je te disais situez-vous, mais en fait voilà, ces accompagnantes-là, mais situez-vous en fait et observez que vous avez grandi, vous avez été éduqués dans un système patriarcal euh, qui valorise l'inégalité profonde entre les hommes et les femmes et qu'en fait vos conseils sont le fruit de ça, sont le fruit de tous les films hyper sexistes que vous avez vus, de tous les contenus super sexistes que vous avez vus dans votre vie, et maintenant vous vous permettez de donner des conseils qui sont le fruit de ça. Donc vous êtes des agentes du patriarcat. Et moi, je trouve ça absolument scandaleux qu'aujourd'hui, on se sente légitime à accompagner les gens vers du mieux-être en étant des agents du patriarcat, parce que le patriarcat ne fait de bien à personne, certainement pas aux femmes, mais à mon sens, c'est peut-être pas le lieu aujourd'hui, mais certainement pas aux hommes non plus. Bien sûr. Donc, donc voilà, je crois aussi que avoir une version peut-être je crois, plus émancipatrice de l'accompagnement, quel qu'il soit, c'est aussi être capable de se dire, euh, est-ce que vraiment je suis légitime à donner des conseils comme ça aux gens et qui suis-je? De quelle formation est-ce que je bénéficie pour oser dire quelque chose comme ça? C'est-à-dire, par exemple, je suis vent debout contre les psychanalystes qui se permettent encore d'accompagner les gens avec une grille, une façon de lire le monde qui était celle de Freud, qui était une vision du monde profondément sexiste, raciste. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans de la science, on n'est pas du tout dans des choses qui ont été prouvées, démontrées, ou des recherches ont avéré ça. On est vraiment dans des croyances, et en l'occurrence des croyances qui, je pense, font du mal à tout le monde. Oui, j'avais fait une prise de parole aussi dans l'été. J'étais tombée sur un réel d'un coach francophone que tout le monde doit connaître ici parce qu'il est très connu et qui avait fait un réel sur Instagram où en fait il prenait un extrait d'un film, je sais pas lequel c'est, peu importe, où Georges Clooney licencie un salarié pour ses bons et loyaux services, 25 ans, etc. Et qui après partait, si tu veux, d'un principe de la psycho valide, hein. Enfin, je veux dire, la question du focus attentionnel et de la capacité qu'on a en tant qu'humain à dispatcher notre attention venir extraire cet outil entre guillemets de la psycho pour dire bah vous voyez ce salarié qui vient de se faire licencier il n'a que deux options, soit il voit ça comme une opportunité de rebondir des liens etc, soit il voit ça comme une catastrophe et va s'effondrer tu vois et je me disais quid des violences néolibérales qui se trament derrière quoi. Bah oui, enfin, je veux dire, mais c'est intéressant que tu parles du monde du travail parce que moi, je pense que l'une des plus grandes catastrophes en ce moment, enfin, l'un des plus gros problèmes de l'accompagnement, c'est les accompagnements au travail, les coachs au travail, les cours de yoga qu'on propose au travail, et où, en fait, en gros, on fait sentir les professionnels, les travailleurs, les travailleuses de plus en plus responsables de leur souffrance au travail. Aujourd'hui, les gens, pas tout le monde évidemment, mais de plus en plus de personnes souffrent au travail. On parle des burn-out, on parle des conditions de travail qui sont de plus en plus précaires pour beaucoup de personnes. Et toutes ces pratiques-là, parfois, elles viennent nourrir cette idée que finalement les gens sont responsables de leur bien-être au travail. Encore une fois, comme si c'était une question de choix individuel, si vous allez bien ou si vous allez mal au travail. Une question de pratique individuelle. Mais non, souvent, c'est la manière dont les gens sont managés, c'est la manière dont l'organisation du travail est réalisée. Si vous n'avez pas la place ou le temps de réaliser vos objectifs, bah, vous allez toujours avoir une estime de vous terrible. Et donc, du coup, vous allez être malheureux au travail. Et après, on va vous dire, mais faites du yoga, mais c'est pas 3 cours de yoga qui vont faire que vous allez bien. Et donc, ça aussi, je crois que c'est hyper important quand on est accompagnant et accompagnante de se demander si on est en train de nourrir ce système. Est-ce que, moi j'ai une copine à un moment prof de yoga qui allait donner des cours chez Amazon. Bon, est-ce que Amazon qui est un lieu où il y a eu pas mal de souffrance au travail, il y a beaucoup d'histoires qui sont sorties, au-delà du fait que c'est une entreprise qui est catastrophique pour la planète. Alors, est-ce que vraiment on a envie de nourrir ce système-là, en fait? Est-ce qu'on n'est pas paradoxaux quand on va à la fois se dire qu'on est on s'engage pour du mieux-être et à la fois on va travailler avec des entreprises qui, elles, détruisent la planète et détruisent la santé des travailleurs et des travailleuses. Alors je me fais l'avocat du diable avant dernière question, est-ce qu'on n'est pas paradoxaux quand on déplore ce système capitaliste néolibéral mais qu'on bosse à son compte? Ben, je crois qu'il y a une différence absolument majeure entre le travail, les petites entreprises et les grosses boîtes capitalistes qui font du profit, enfin, dont les actionnaires font du profit. Si vous travaillez, si en gros ce que tu vends, c'est ta charge de travail, je sais pas, t'es masseuse par exemple, et enfin, tu donnes un massage à quelqu'un et en échange, tu reçois de l'argent. Bah, c'est un échange qui existait, enfin voilà, depuis que l'argent existe, quoi, si tu veux. Après, c'est un peu différent si l'idée c'est de faire toujours plus de profit sur le dos de personnes sur le dos par exemple, je sais pas, de salariés ou de personnes qui elles sont exploitées pour leur travail. C'est un tout petit peu différent. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça, à pas non plus avoir une espèce de, comment dire,
de, de diabolisation de toute personne qui aurait un travail peut-être d'entrepreneur. C'est un tout petit peu différent d'être à son compte, je sais pas, d'être auto-entrepreneur où en plus on est quand même dans un statut très très précaire et de dire ah là t'es auto-entrepreneur donc t'es un méchant capitaliste. Enfin c'est pas honnêtement c'est pas c'est un peu c'est un petit peu réducteur et pas très objectif de dire ça. Voilà, après, ça dépend aussi pourquoi on est dans là où on est. Si vous êtes accompagnant parce que juste vous avez envie de vous faire toujours plus d'argent sur le dos de gens, moi je pense, enfin, tu donnais brièvement l'exemple des coachs dont je parle dans mon livre. Moi, je fais très très attention à quand le coaching devient une pyramide de Ponzi et qu'en fait on est coach et qu'on forme des coachs qui vont eux-mêmes former des coachs qui vont eux-mêmes former des coachs et qu'en général on les fait payer très très cher et que souvent les gens à qui on fait payer très très cher, c'est des gens qui sont très perdus dans leur vie et parfois très précaires. Bah là, pour moi, il y a un enjeu d'exploitation de la misère d'autrui qui est, je crois, problématique. Maintenant, si enfin, vous êtes accompagnant et que vous apportez des services de qualité à des gens pour des prix normaux, enfin, je crois que ça va aller. Je pense que vous n'avez pas besoin de vous flageller outre mesure, quoi. Alors, dernière question que je voulais te poser, puisqu'après, il faut bien entendu qu'on te libère, même si on aurait 20 000 questions à te poser, mais la dernière quand même que je voulais aborder, tu prenais par exemple tout à l'heure l'exemple de je suis praticienne, j'ai parlé à ma bénéficiaire de son poids alors qu'elle venait pour me parler de sa mère. Ma question sous-jacente, c'est la question du consentement. J'aimerais bien qu'on se touche deux mots là-dessus avant de terminer, sur la question du consentement dans le marketing, consentement dans la pratique du bien-être. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Eh bien, c'est vrai que j'ai l'impression que le monde du bien-être, le monde de l'accompagnement est souvent très très inspiré dans sa façon de fonctionner du monde de la médecine avec ce truc très vertical où les médecins sont des espèces de sachants tout puissants qui se permettent des choses parfois terribles. Bon, quoique ça évolue, hein, mais les questions de consentement dans la médecine, c'est parfois un vrai vrai problème. Et nous aussi, je trouve que parfois on a un peu tendance à oublier que bah, on accompagne des gens qui souvent viennent dans une posture on va dire, peut-être vulnérables. Enfin, s'ils viennent nous voir, c'est souvent qu'il y a quelque chose qu'ils veulent changer dans leur vie. Et donc, est-ce que, eh ben, on fait attention à ce que, eh bien, oui, leur consentement soit respecté. Exemple tout bête, le consentement au toucher. Si vous faites un métier qui implique le toucher. Dans les cours de yoga, par exemple, c'est le cas. Souvent, on va toucher les gens pour les aligner dans leur posture. Eh bien, est-ce qu'on leur demande avant de les toucher? Parce que, bon, bah, il y a plein de gens qui vont s'en foutre, mais il y a aussi des gens qui peut-être ont des parcours traumatiques pour lesquels ça va être très difficile. Puis, d'une manière générale, en fait, le toucher, c'est pas anodin. Et on est dans une société où on se pose pas beaucoup la question du toucher. On s'autorise beaucoup à toucher les gens, et notamment, encore une fois, les personnes minorisées, notamment les femmes, en fait. Euh, qu'on va toucher sans leur consentement. Parfois, on parle d'agression sexuelle, évidemment, mais même sans ça, en fait. Donc, pour moi, il y a... Et les enfants aussi, hein, typiquement, les enfants qu'on connaît pas dans la rue, à qui on va prendre les joues, comme ça. Je crois qu'on a tout intérêt à effectivement, dans nos espaces, faire œuvre d'exemple, donner l'exemple et se poser la question du consentement au toucher, je l'ai dit, mais toute forme de consentement en fait. Est-ce que vous m'autorisez à vous parler de ça? Est-ce que ça vous dirait d'aller vers ça? Est-ce que voilà, enfin s'assurer en fait qu'en tout temps on n'est pas en train, parce qu'on est dans quelque chose où les gens sont encore une fois dans une position de vulnérabilité, de les emmener là où ils n'ont pas envie d'aller. Parce que il faut bien comprendre que quand on est dans la position d'accompagner, souvent ben on remet aussi beaucoup de notre confiance dans les mains d'un praticien, d'une praticienne, et parfois on n'ose pas lui dire non parce qu'on se dit ah mais c'est peut-être pour mon bien, voilà. Et donc je crois vraiment qu'on a tout intérêt à évoluer sur ces questions et ça peut vraiment passer par tout un tas de choses. C'est compliqué, là, il faudrait qu'on trouve des exemples en fonction des métiers, mais même voilà, quand on fait des massages, je connais beaucoup de masseurs, masseuses qui aujourd'hui disent aux gens ce ils vont leur faire, leur demandent, est-ce que vous m'autorisez à vous toucher là? Enfin, il y a plein de choses en fait autour du consentement qu'on peut développer pour que ce soit beaucoup plus sécure et confortable pour tout le monde. Alors Camille, 20 minutes autres questions à te poser, mais nos auditeurs, auditrices pourront y trouver les réponses dans ton livre, Politiser le bien-être. Est-ce que, avant qu'on se quitte, tu voulais ajouter quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ou que tu aurais aimé dire? Eh ben, je pense que quand on a ce genre de conversation, notamment pour des accompagnants, accompagnantes qui découvrent un peu ces sujets, ça peut être parfois un petit peu brusquant et les gens peuvent se dire, mais en fait, c'est énorme, j'avais jamais pensé à toutes ces questions et donc du coup, si ça se trouve, je fais mal depuis le début et voilà. Et du coup, enfin, je pense que la plupart des gens sont très sincères dans leur volonté de bien faire et je voudrais surtout pas
rajouter une tonne de charge mentale et que les gens doutent d'eux, et parce qu'on a aussi une société qui nous fait douter de nous en continu. Et donc, du coup, voilà, je pense aussi que c'est OK de dire que vous allez peut-être, si vous avez envie d'évoluer sur ces questions, évoluer doucement, peut-être que vous allez vous tromper, c'est pas grave, on peut aussi apprendre dans notre société à s'excuser si on a fait des bêtises ou si on sent qu'on n'a pas été très très cool avec une personne qu'on accompagne par exemple. Peut-être avec nous-mêmes aussi, on peut être tendre avec nous-mêmes et ne pas se flageller à chaque fois qu'on a fait quelque chose de mal. Mais voilà, se dire qu'en fait, puisqu'on parle de collectif et plus d'individus, eh ben, évoluons. Si tout à coup, la plupart des accompagnants décident d'évoluer sur ces questions, bah, je pense qu'on peut vraiment faire une différence et on peut vraiment proposer des pratiques et des accompagnements beaucoup plus doux, beaucoup plus respectueux de tout le monde et donc, quelque part, changer un peu le monde aussi. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Camille pour cette conclusion. Et puis, on renvoie vers ton bouquin pour celles et ceux qui veulent continuer à creuser le sujet. Merci d'avoir répondu à mes questions. À très vite. Plaisir, à bientôt.